Bonjour et bienvenue sur Crypto House pour les nouvelles de la semaine en crypto et c'est pour tout de suite. Comme on peut le voir cette semaine, le marché s'est bien porté. On a quasiment eu 7 jours consécutifs de hausse, avec juste il y a 24 heures une petite baisse pendant quelques heures. Mais on voit vraiment sur 7 jours c'est dans le vert et c'est fortement dans le vert. On va s'intéresser aux tokens qui sont à plus de 20% sur la semaine et il y en a plusieurs. Bon, juste deux mots quand même pour démarrer sur le Bitcoin. Il a quand même 11% de différence entre la semaine dernière et cette semaine, ce qui pour le Bitcoin est vraiment beaucoup. Ensuite, en seconde position, on a Ethereum qui passe la barre des 20% avec 23% d'augmentation. Alors, qu'est-ce qui fait que Ethereum augmente? Bon, il y a plusieurs théories. La plus grosse, c'est que, en fin de compte, le fork Constantinople arrive. Il est programmé au bloc 7 280 000 et ça va commencer donc le 27 février. Et entre le 27 février et le 1er mars, ce sera la période de gestation du fork. Donc il y a peut-être des investisseurs qui commence à anticiper sur ce fork qui va apporter, comme on le sait, reportez-vous aux anciennes vidéos, beaucoup d'améliorations. Et puis, faut se rappeler, à 148 $, on est à peu près à 9 fois de gain potentiel par rapport au prix le plus haut en janvier 2018. Ensuite, si on descend, on a en quatrième position EOS avec 41,6% d'augmentation, ce qui est pour une crypto qui est dans le top 5 vraiment beaucoup. Alors qu'est-ce qui fait qu'il y a eu ce pump sur EOS, hormis le fait qu'il était quand même très bas? Ce serait peut-être au fait que EOS lance son DEX, ça y est, donc ça va s'appeler l'EOS Finex, et donc il va y avoir prochainement donc un DEX, donc un exchange décentralisé sous EOS, et c'est peut-être ça qui fait que en vue donc de cet exchange qui va sortir, EOS est, on peut pas dire un petit peu pompé, parce qu'à plus de 40% est énormément pompé sur les derniers jours. Un autre token qui est fortement pompé, on va le voir ici, c'est un autre qui dépasse les 20%, c'est Binance Coin. Donc là, Binance Coin, ça fait plusieurs semaines qu'il est en hausse. Il continue à être en hausse avec, il atteint la 10,81 $. Et c'est une hausse de 24,6% sur la semaine. Et Binance, pareil, ils ont deux choses qui vont arriver. Ils ont leur DEX. Alors là, lui, il n'est pas annoncé. Il est vraiment en phase de test. Il est possible de s'inscrire, de créer un wallet. Donc ça c'est très bien, donc vous pouvez le tester, je vais laisser le lien dans les commentaires. Et on sait que Binance en plus, ils vont avoir leur Binance Chain qui sort aussi prochainement, je crois toujours avant le 31 mars. Si on continue dans le top 20, dans les coins qui ont pas mal monté, il y a Maker, ça c'est un token que je connais pas du tout, donc je peux pas vraiment vous en parler. On a Ontology à 37%, ce qui est vraiment aussi énorme. J'ai recherché un petit peu ce qu'il y a autour d'Ontology. Bon, ils ont 2-3 choses. Ils ont un nouveau testnet qui arrive. Ils ont le gros événement de l'année qui s'appelle le O-Show, qui est à San Francisco. Et aussi, ils ont le listing sur plusieurs exchanges. Il y a beaucoup d'exchanges qui, ces derniers jours, ont listé Ontology. Et enfin, on va terminer par VeChain, qui est dans le top 25, qui a monté de 26%. Et donc l'annonce sur VeChain qui a peut-être fait que c'est monté plus que les autres, c'est que maintenant VeChain est disponible en application sur AWS, donc Amazon Web Services, et apparemment ça se déploie en un clic de souris, donc c'est peut-être ça qui fait que c'est pas mal pompé. On va maintenant continuer les nouvelles de la semaine en parlant de la Corée du Sud et plus précisément de Séoul, car c'est la première capitale d'un grand pays qui va adopter une blockchain publique pour ses habitants.
Alors, Séoul a choisi la blockchain coréenne qui s'appelle Icon, hein, donc pour ICX. Si vous voulez en savoir plus sur Icon, j'ai fait une vidéo sur ce projet il y a quelques mois, donc vous pouvez la trouver sur la chaîne, où je mettrai le lien dans la description. Alors, pour démarrer ce projet, ce qu'a d'abord fait le gouvernement de Séoul, c'est qu'ils ont réuni 40 étudiants, 30 résidents, 20 développeurs dans la blockchain et 10 experts dans l'industrie. Et puis ils ont commencé à réfléchir et ils ont développé une première application. Et cette première application, elle permet de distribuer des documents gouvernementaux au travers de la blockchain. Alors on a J.H. Kim qui est un membre du conseil d'Icon et le CEO d'Icon Loop. Lui, ce qu'il dit, c'est que nous considérons ce projet comme la première étape de l'adoption de la crypto publique qui s'étend par rapport à une utilisation de blockchain privée dans les administrations en Corée du Sud. Et ce qu'il dit, c'est que Icon Loop travaillera en étroite collaboration avec les services administratifs de la ville pour petit à petit entrer dans la vie quotidienne. Donc cette distribution de documents, c'est une première application et petit à petit, au fil des semaines, au fil des mois, il va y avoir des nouvelles applications que les habitants de Séoul vont pouvoir utiliser avec la blockchain et certainement des cryptocurrencies, donc peut-être aussi des paiements avec le token ICX. Moi je dis bravo à la ville de Séoul pour déjà utiliser une blockchain, puis en plus une blockchain publique. On sait que souvent les pays aiment bien utiliser des choses plutôt privées. Là c'est pas le cas, c'est un token que tout le monde peut acheter. Et je pense que petit à petit, avec l'adoption de Icon sur Séoul et puis peut-être dans d'autres villes du pays, le token risque de monter dans les mois à venir. Il va falloir d'abord que les top crypto du top 10 montent, et puis quand elles auront bien monté, je pense que les investisseurs s'attacheront à regarder des projets qui sont beaucoup plus bas dans le market cap. Alors on va maintenant parler de NEO et puis de ce qui s'est passé pendant la DevCon de NEO, qui est le plus gros événement de NEO sur l'année. Alors c'est un événement qui a eu lieu à Seattle et c'est justement là où NEO vient d'ouvrir son dernier bureau, donc c'est leur premier bureau aux États-Unis. Et maintenant on voit que NEO s'appelle plus NEO tout court, ça s'appelle NEO 3.0. Alors pourquoi 3.0? Parce qu'au début le projet a démarré en s'appelant Unshare. Ensuite, c'était en été 2017, ça a été renommé en NEO, et puis maintenant en NEO 3.0. Donc on va s'attarder aux 5 innovations qui nous attendent. La première amélioration, c'est les contrats natifs, donc Native Smart Contract. Alors ce qu'ils disent, c'est qu'avec le contrat natif, il est possible d'exécuter n'importe quel code en natif sans avoir à déployer un smart contract. Et cette fonctionnalité va grandement améliorer la performance de NEO et aussi ça va permettre d'accéder à un stockage de données illimité. Ensuite, ce qu'ils disent, c'est qu'il y a pour la seconde amélioration, tous les actifs vont être créés dans les smart contracts. Alors, il existe plusieurs façons de créer des actifs NEO, il dit, mais ils sont rarement utilisés. Et donc maintenant, la plupart des applications créeront leurs actifs sous les smart contracts. Et d'ailleurs, il dit que ce sera dans NEO 3.0 la seule façon de créer des actifs. Et ça va rationaliser la blockchain et ça améliorera les performances du système. Ensuite, il va y avoir un accès des smart contracts aux ressources Internet. Donc ça, apparemment, c'est quelque chose d'assez important. Je n'ai pas regardé tout en détail, ça a l'air quand même assez technique. Mais en tout cas, ça va permettre aux utilisateurs d'accéder aux ressources Internet dans les smart contracts via des URL. Ensuite, ils vont améliorer le consensus qui est pour NEO le DBFT, donc pour Delegated Byzantine Fault Tolerance. Alors ici, NEO souhaite éliminer le problème de faille lorsque les nœuds ne sont pas en ligne, car lorsque les nœuds de consensus ils reviennent en ligne, ils doivent se synchroniser avec les autres nœuds, ça prend du temps. Et donc dans la nouvelle version, ils vont
modifier un petit peu le consensus pour ajouter des logs et des messages de récupération pour que tout ce process se fasse plus facilement. Alors la dernière amélioration dont il parle, c'est NeoFS. Je pense que FS c'est pour File Storage. Alors ce qu'ils disent là, c'est que les smart contracts Neo peuvent stocker des données, hein, ça c'est déjà le cas, mais c'est pas pratique et le coût est extrêmement élevé. Ce qui signifie, c'est que pour l'instant, Neo ne peut pas vraiment être utilisé par les entreprises parce que ça coûte trop cher et c'est pas pratique. Donc, avec cette nouvelle fonction, il prévoit de créer un stockage à faible coût et les utilisateurs, comme ça, pourront stocker de grandes quantités de données. Alors, le stockage se fera... le paiement du stockage se fera avec du NeoGas, donc là c'est une utilisation concrète du gas en plus des smart contracts. Et si vous n'utilisez pas tout votre espace de stockage, vous allez pouvoir le louer et récupérer vous-même du gaz. Alors comme chaque semaine, on va encore parler SEC, on va encore parler ETF. Bon, c'est vraiment un feuilleton qui continue. Alors, pour rappel, si vous ne m'avez pas suivi la semaine dernière, il y a Van Eck et Solidix qui avaient retiré leur demande d'ETF. Et devinez quoi, cette semaine, le CBOE, donc qui est la société derrière cet ETF, hein, c'est la bourse de Chicago, elle vient de resoumettre l'ETF Van Eck et Solidix au SEC. Alors maintenant, le SEC, ils ont 45 jours pour prendre leur décision, donc un petit peu avant la fin du mois de mars, il y aura une décision sur les ETF Van Eck et Solidix. Mais c'est pas tout, parce qu'il y a un deuxième ETF qui a été soumis quelques jours, 2 jours après Van Eck, c'est les ETF soumis par le New York Stock Exchange avec Bidwise Asset Management. Donc ça fait 2 ETF d'un coup et on va attendre donc avec impatience la décision avant la fin du mois de mars. Alors on a sur ça Garbor Gurbax qui est le directeur de la stratégie chez Van Eck. Lui il dit via email que ce serait dans l'intérêt du public, du grand public, que l'ETF soit approuvé. Bon, bien sûr, mais je pense que Van Eck va aussi faire beaucoup d'argent par la même occasion. Ça, il a oublié de le mentionner. Alors, il rajoute aussi qu'ils ont apporté beaucoup de simplicité à cette nouvelle demande, beaucoup plus de transparence, et ils ont apporté aussi les normes du marché boursier aux cryptos. Donc, espérons que tous ces changements font que le SEC va approuver l'ETF à la fin du mois de mars. Alors de son côté, on a Matt Hougan, qui est le responsable de la recherche chez Bidwise Asset Management. Lui, il a dit que l'écosystème évolue rapidement, ce qui pourrait aider à pouvoir lancer le produit. Il rajoute aussi, il y a plus d'1 an, il n'y avait pas de futur dans le domaine. Il y a 1 an, il y avait presque autant d'entreprises qui se créaient dans le marché. Et puis, il y a quelques mois, il dit que des grosses boîtes comme Fidelity ont annoncé qu'ils entraient dans l'espace. Donc, il dit que ça évolue très très vite. Donc, affaire à suivre. On va maintenant parler OTC. Alors, le marché OTC, pour Over the Counter, c'est un marché qui est très très secret. C'est un marché parallèle qui n'est pas celui des exchanges et qui est réservé aux professionnels financiers et aussi aux grosses fortunes. Alors par exemple, si vous êtes milliardaire, vous n'allez pas acheter vos cryptos comme on le fait sur un exchange. Vous allez voir votre gestionnaire de fortune en lui demandant d'investir par exemple 1 million de dollars en Bitcoin et en Ethereum. Votre gestionnaire de fortune, lui, va se retourner peut-être vers des grandes banques comme Goldman Sachs, qui eux vont dire non, nous on s'occupe pas de ça, nous on s'occupe que des choses très clean comme par exemple l'or. Si vous voulez des cryptos, on peut quand même le faire au travers d'une de nos filiales, par exemple ici Cycle, qui appartient à Goldman Sachs, qui eux vont se faire un plaisir de trader sur le marché OTC des cryptos. Alors, en me renseignant sur cet article, je suis tombé sur un terme que je ne connaissais pas, c'est le UHNWI, et ça veut dire Ultra High
Ultra High Net Worth Individual. Donc en gros, ce sont les personnes qui ont plus de 30 millions de dollars à leur actif. Et donc ce sont ces personnes qui, elles, utilisent notamment le marché OTC. Alors on apprend donc dans cet article que Jeremy Haller, qui est le chief executive de Cycle, donc qui est cette société de trading qui appartient à Goldman Sachs. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont dit que en moyenne, chaque mois, ils ont tradé en 2018 pour 2 milliards de dollars, ce qui fait quand même 24 milliards sur l'année. Pour une start-up qui démarre, on peut dire que c'est pas mal. Au début, alors les ordres de minimum, quand ils ont ouvert leur service, c'était de 250 000 dollars, l'ordre minimum d'achat. Ils ont remonté ça à 500 000 dollars. Ils disent de toute façon, en moyenne, les ordres sont de plus ou moins 1 million de dollars. Donc, même si en 2018, on a vu que les cryptos ont beaucoup baissé, on voit qu'il y a beaucoup d'institutionnels et beaucoup de grosses fortunes qui sont rentrées dans le marché des cryptos. On ne le sait pas forcément, ça n'a pas eu d'impact sur les exchanges qu'on utilise, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui achètent des cryptos, et pas par 100, 200 ou 1000 euros, par des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros. L'année dernière, on a parlé de la société Zebitex, donc qui permettait d'acheter en France, dans les bureaux de tabac, du Bitcoin avec des coupons. Il y a maintenant déjà un concurrent qui s'appelle Digital Service, qui permet d'acheter non seulement du BTC, mais aussi de l'Ethereum, du Litecoin et du Dash. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette société, elle a monté un partenariat avec Ingenico. Alors Ingenico, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le leader mondial des terminaux de paiement et c'est une société française. Et donc avec ce partenariat, Digital Service compte distribuer leur solution d'acheter donc des cryptos avec, comme on le voit à l'écran, un coupon dans 10 000 bureaux de tabac. Donc là vraiment, la France va devenir un des premiers pays au monde où ce sera facile pour n'importe qui d'acheter du Bitcoin, de l'Ethereum, du Litecoin ou du Dash. Ça, c'est vraiment très très bien. Alors, les coupons sont des coupons de 20, 50 ou 200 euros. Alors, par contre, comme il y a plusieurs acteurs dans ce service, les frais sont quand même assez élevés pour acheter du Bitcoin, surtout si on compare par rapport à un exchange. Les frais vont être de 8%, parce qu'il faut payer les buralistes, il faut payer Ingenico et il faut payer Digital Service qui fournit ce service. Mais en tout cas, je trouve que c'est une bonne initiative. Si vous avez déjà acheté du Bitcoin dans les bureaux de tabac, ce serait bien de mettre un petit commentaire avec votre retour d'expérience, comme ça tout le monde pourrait en profiter. Une nouvelle de Binance qui, pour une fois, n'est pas très positive. Alors, on se souvient, il y a 4 mois, il y avait Binance qui avait sorti un délisting de tokens. Maintenant, on arrive au second délisting et il déliste certains projets qui ont l'air quand même assez prometteurs, notamment Salt, qui est une plateforme de crédit par rapport à vos cryptos, Substratum, qui est un monde... un internet, on va dire plutôt décentralisé. Clock je connais pas, Wings je connais pas, et Modem qui est un projet que j'ai présenté juste après l'ICO, qui est un projet suisse de suivi logistique grâce à la blockchain. Donc il n'y a pas que des mauvais projets, ce sont des projets qui continuent, on ne peut pas dire que c'est des scams, notamment je suis Modem, ça n'a pas l'air d'être un scam, ça a l'air au contraire d'être un projet très sérieux. Alors ce qui est un petit peu embêtant, c'est la manière dont ça s'est fait, c'est que ça s'est fait de façon unilatérale, que Binance n'a pas averti à l'avance les projets, les responsables des projets, que du jour au lendemain, ils ont reçu une lettre en disant qu'ils allaient être délistés à telle date, et ils ont reçu l'information en même temps que le grand public, donc ça c'est pas très très cool, et il n'y a aucun retour, ils sont délistés, un point c'est tout. Alors par rapport à Substratum, ce qui se dit c'est qu'il y a une époque, Substratum a utilisé
une partie des fonds qu'ils ont reçus lors de l'ICO pour trader sur Binance, pour essayer de faire fructifier cet argent. Apparemment, ça n'a pas plu à Binance, c'est vrai que c'est pas très cool, mais est-ce que c'est une raison pour délister complètement le projet? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on va sur... si on cherche par exemple Substratum, on va chercher ici... Voilà, et on va voir l'effet en tout cas qu'un delisting de Binance a sur des tokens comme ça. Alors si on prend à 7 jours, voilà, on va prendre le graphe à 7 jours, puis on voit que au moment où ça a été délisté, le token il était à 3 cents, et une semaine après, il est à 1,8 cents. Donc c'est vraiment pas cool du tout. Alors ça montre aussi le pouvoir de certains gros exchanges que peuvent avoir sur des projets à tort ou à raison. Donc peut-être vivement qu'il y ait des exchanges décentralisés, parce que là on le voit, même dans le monde des cryptos, la centralisation n'a pas forcément du bon. On en arrive au bref de la semaine et on va parler Bitcoin et Schnorr Signature. Alors, ce projet Schnorr Signature, maintenant il va passer du stade papier au stade de test. Et là, ça s'appelle le projet Musig. Et c'est ce qu'a annoncé en tout cas leur développeur principal, qui est la société Blockstream. Alors, le Schnorr Signature, sans entrer dans le détail, ça va permettre d'apporter au Bitcoin des propriétés de crypto privées. Et aussi, ça va améliorer la performance. Autre brève, on va parler de Ripple. Il y a Ripple qui a récemment envoyé sur une adresse OTC 73,2 millions de XRP. Donc ça représente quand même 23,9 millions de dollars. Et on pense que donc ces tokens, ils vont être vendus à un ou plusieurs institutions. On sait que R3 a annoncé récemment qu'ils vont utiliser le XRP pour les settlements à l'international. Donc on voit en tout cas qu'il y a des gros mouvements avec le XRP. Ça montre quand même que le Ripple est une crypto qui a de l'avenir. Alors dans cet article, si vous avez le temps, je vous conseille de cliquer aussi sur les liens. Vous allez voir qu'il y a eu de grosses transactions la semaine dernière. On voit ici pour 15 millions de bitcoins, une autre transaction de 19 millions de bitcoins, une de 7, une de presque 6 millions de bitcoins, mais aussi des transactions de plus de 4 millions de dollars en Tron. Il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grosses transactions en Tron. Donc là aussi ça commence à être du lourd. On continue sur une brève que j'ai pas pu vérifier. J'ai essayé avec mon iPhone, j'ai pas réussi. Donc apparemment Google donne maintenant une légitimité au Bitcoin en rajoutant le symbole Bitcoin sur son clavier en iOS. Donc simplement pour ceux qui ont soit des Mac, soit qui ont un iPhone ou une tablette. Alors le symbole bien sûr c'est un B barré de 2 traits. Alors si vous avez réussi à voir le symbole, ce serait bien d'en faire part dans les commentaires. On termine les brèves de la semaine avec une nouvelle de Samsung qui confirme que son Galaxy S10 aura bien un wallet crypto. Ce sera bien un cold wallet qui vous permettra donc de stocker vos clés privées. Ils mettent vos clés privées pour des blockchains. Normalement, donc on est à peu près sûr qu'il y aura le Bitcoin, Ethereum et puis une troisième crypto apparemment farfelue. J'ai lu ça quelque part sur Twitter. Alors pour finir, je voudrais vous parler de 2 podcasts que j'ai écoutés qui je pense sont intéressants. Le premier nous vient de Ark Invest et ils ont eu un podcast avec Elon Musk, donc qui est bien sûr le CEO de Tesla. Alors ce qu'il dit complètement à la fin, donc c'est une interview qui dure 29 minutes,
Et à la fin, donc, la personne qui interviewe Elon a parlé un petit peu crypto. Et si vous allez directement à la minute 25,34 secondes, alors il dit qu'il pense que la structure du Bitcoin est brillante. Par contre, il dit aussi que le problème du Bitcoin, c'est que ça consomme beaucoup d'énergie. Alors que Tesla, c'est un petit peu le contraire. C'est au contraire, ils essayent plutôt d'avoir l'efficacité électrique. Ce qu'il dit aussi, c'est que les cryptos contournent le contrôle des devises. Il rajoute ensuite que l'argent papier s'en va. Et la crypto est un moyen bien plus efficace de transférer des valeurs qu'un morceau de papier, c'est certain. Alors il dit aussi ça du pour, ça du contre. Et à la question, est-ce que Tesla va vendre des bitcoins? Il dit non, Tesla ne va pas vendre de bitcoin. Donc Elon Musk est intéressé au monde des cryptos en étant un acteur de l'industrie, surtout dans les voitures électriques. Donc il est quand même à la pointe de la technologie. Donc il est intéressé, mais je ne l'ai pas trouvé plus intéressé que ça. Autre podcast que j'ai trouvé aussi très intéressant, c'est celui avec Jack Dorsey, qui est le cofondateur de Twitter et le fondateur et CEO de Square. Square, c'est une société de paiement qui accepte notamment le Bitcoin, bien sûr les cartes de crédit et autres, mais le Bitcoin. Et Elizabeth Stark, qui elle travaille pour Lightning Lab, et c'est une société qui participe au développement du Lightning Network pour le Bitcoin. Alors, c'est une interview qui est très longue, elle dure 1 heure, donc je ne vais pas vous résumer tout l'interview. J'ai relevé 1 ou 2 points. Bon, on sait déjà que Jack Dorsey, lui, il a dit que le Bitcoin pourrait devenir la crypto native de l'Internet, ça c'est ce qu'il avait dit précédemment. Ici, à la minute 36 et 30 secondes, il dit que pour l'instant, il n'y a pas de pourboire en crypto sur Twitter, mais il dit que c'est une idée qui est intéressante, qui a du potentiel, et c'est quelque chose en tout cas auquel il pense. Et il y a Elisabeth qui a continué en disant que elle rêverait d'avoir le Bitcoin avec le Lightning Network sur Twitter pour pouvoir donc envoyer des micro-paiements grâce à Twitter. On a Elisabeth qui termine en disant que le réseau éclair grossit très rapidement, beaucoup plus vite que ce qu'elle pensait. Donc peut-être qu'on n'est pas très très loin d'une adoption globale des cryptos en mode de paiement. En tout cas, dans quelques mois, le réseau éclair le permettra. Alors dites-moi ce que vous avez pensé des nouvelles de la semaine. Est-ce que le fait que bientôt dans 10 000 bureaux de tabac, on va pouvoir acheter du Bitcoin, c'est quelque chose d'important? Qu'est-ce que vous pensez encore du énième épisode du SEC, des améliorations aussi de Neo, et puis de ce pump qu'il y a eu les dernières semaines? Est-ce que la dernière semaine, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va continuer, ou au contraire c'est un soufflet et que tout le marché des cryptos va s'écrouler peut-être pendant le week-end ou dans les jours à venir? Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Aussi, si vous le souhaitez, j'ai ici un code de référence pour vous inscrire sur l'exchange décentralisé Nash.io. Vous ne pouvez pas vous inscrire si vous n'avez pas de code de référence, donc utilisez ce code. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gros prix à gagner. Ils vont distribuer pas mal de Bitcoin et pas mal de, qu'est-ce qu'ils mettent ici, de Nash, qui est le token NEX. Voilà, donc passez un bon week-end et à bientôt. Ciao, ciao.